Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui. Merci donc aux apprenants de ce jour présents dans nos locaux de l'amphithéâtre de Césy Nanterre, mais également à tous ceux qui nous regardent en live derrière vos écrans, que ce soit nos centres, nos 25 centres Césy en France ou nos partenaires, nos institutionnels, les tuteurs et tous les réseaux, toutes les personnes intéressées. Je vous rappelle que le programme est annuel. C'est un programme annuel de 25 conférences environ en fonction des années qui existe depuis 9 ans. Des conférences qui sont organisées tous les mardis de 13h à 14h et qui sont disponibles donc via ce fameux lien live ou les replays pour nombre d'entre elles sur la playlist Les Causeries Césy sur la chaîne YouTube Césy. Vous pouvez diffuser ces informations à toutes les personnes concernées, réseaux professionnels ou personnels. N'hésitez pas. Pour vous, c'est vraiment un outil de curiosité, de culture générale. Et je vous incite, pour ceux qui sont en alternance, de pouvoir aussi regarder les thématiques lorsque vous n'êtes pas dans les locaux. Donc, les causeries, ça aborde différentes thématiques. Vous pouvez les voir, méthodologie et technologie, l'entreprise du 21e siècle, les sciences humaines ou encore la culture générale. De nombreux atouts pour vous après dans votre carrière professionnelle. Donc, je vous invite aujourd'hui donc à voir la thématique du jour, relations consommateurs et marques, quel rôle joue la créativité. Aujourd'hui, on a la chance, je dirais, d'avoir 2 représentants d'Accenture Song qui viennent de vous parler donc de ce sujet. Très, très intéressant, très d'actualité et vraiment n'hésitez pas à participer, que ce soit dans la salle comme je vous l'ai expliqué en levant bien la main pour que je vous apporte un micro pour une question, mais aussi via le live. N'hésitez pas à envoyer l'ensemble de vos interrogations à l'adresse mail suivante, causerie au pluriel idfc tout attaché @cesy cesi.fr, causerie au pluriel idfc @cesy.fr et je me ferai porte-parole de vos interrogations. Écoutez, merci à tous. Je vais pouvoir passer la parole à nos causeurs du jour et très bonne causerie à vous. Merci beaucoup Héloïse. Donc, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme Héloïse vous l'a mentionné, on fait partie d'Accenture Song. Donc vous connaissez peut-être le cabinet de conseil Accenture. Accenture Song est en fait une ligne de service d'Accenture. Donc chez Accenture, on allie l'ingéniosité humaine à la technologie et chez Song, on va porter l'ensemble des thématiques autour de l'agenda du consommateur et donc on va aujourd'hui vous présenter les tendances des Fjord Trends qui sont nos tendances du business et du design sur les années à venir. C'est la 15e édition en 2022 et on est en train de préparer la QV 2023. Donc si ça vous intéresse, on pourra revenir vous présenter les suivantes. Ces tendances, elles sont là pour se projeter sur l'avenir, pour voir comment est-ce que les entreprises, les consommateurs réagissent à ce qui se passe dans le monde. Et pour ces tendances, on va vous demander de vous mettre dans la peau de vous qui vous êtes en tant que consommateur. Nous, on présente ça aussi chez nos clients, donc évidemment... on regarde aussi en tant qu'entreprise comment est-ce que les entreprises doivent s'adapter pour répondre à vos besoins de consommateurs. Mais dans l'instant T, vous êtes tous des étudiants, des consommateurs, donc c'est peut-être plus facile pour vous de vous les approprier et de comprendre ce qu'on va raconter ce matin. Donc comme je disais, c'est le 15e rapport et en 2020, on avait des tendances qui étaient en terre inconnue. La pandémie nous a tous touchés, le Covid-19, et forcément ça a changé notre manière de consommer, mais ça a aussi changé notre manière de qui on est. On a vu pour la première fois des pénuries en magasin, on y reviendra tout à l'heure, mais en fait des actions, des choses qui se sont passées que vous n'aviez pas l'habitude et qui ont chamboulé qui on était, ce qu'on avait envie d'être. Et du coup, comment est-ce que les marques et les entreprises, elles doivent s'adapter à nos besoins. Et donc, en 2022, on a posé un thème qui s'appelle « Vers de nouvelles relations sociales et sociétales ». Et ça a été induit par des changements provoqués par la pandémie, des changements qui vont s'être inscrits dans la durée. Et on va avoir vu donc des ruptures de chaînes d'approvisionnement,
On y reviendra tout à l'heure, hein, mais donc dans vos magasins de proximité, vous avez certainement fait des courses et vu que plein de produits n'existaient plus. Ça, c'est vraiment des choses qui perdurent aujourd'hui. On a des interactions qui sont de plus en plus virtuelles. Aujourd'hui, peut-être la plupart d'entre vous ont déjà eu des rendez-vous avec des médecins. Vous êtes maintenant en visio, alors que repasser 3 ans en arrière, vous alliez dans son cabinet et il y avait très peu de rendez-vous en visio. Et là, on a cette session des causeries qui permet d'être ouverte à l'ensemble des campus et des personnes qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Et nous, dans le monde de l'entreprise, on a de plus en plus de possibilités de télétravailler d'où on veut et d'être aussi dans ces mondes un peu virtuels. Et également, la troisième grande donnée qui est à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est question de la santé mentale, c'est plus un tabou. Aujourd'hui, quand vous allez démarrer ces sessions, vous allez vous dire, est-ce que vous allez bien? Et on va prendre 2-3 minutes pour se dire, est-ce que ça va bien? Est-ce que ta famille, ça va? Toi, comment tu vas? Alors qu'avant, ça c'était, on rentrait dans la réunion et c'était parti, on y allait. Et on passait finalement assez peu de temps à poser ces questions. Et donc tout ça, ça redéfinit ces relations. Et on va avoir 5 grandes tendances qui vont être posées. Alors la première, ça va être soyez vous-même. Et donc là, on va reposer les relations que nous, on a envie d'avoir en tant qu'individu par rapport à l'entreprise, par rapport à la planète, etc. La deuxième, vers la fin de l'abondance, on est sur les notions de pénurie, comme je l'ai dit, qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Et on est dans un monde où les ressources illimitées, finalement, on voit que ça a une fin et qu'on doit changer notre manière de consommer. Donc on travaillera ici sur la notion de relation par rapport à la consommation que nous, on peut avoir. Au-delà de notre monde, je pense que vous voyez tous, on va rentrer dans le monde digital versus le monde virtuel, on va aller voir le métaverse. Vous ne pouvez pas avoir des tendances où on n'allait pas parler du métaverse. La vérité, rien que la vérité, on est sur une tendance où on va regarder la relation de confiance que l'on a avec la marque et avec ce que l'on va pouvoir trouver sur cette marque. Et puis la dernière, prenez-en soin, on va être sur la notion de confiance, de bienveillance, de compassion. Et on a envie d'être dans un monde où on va pouvoir trouver de la bienveillance autour de nous. Je te laisse démarrer la première. Pas de souci. Bonjour à tous, et on ne s'est pas présenté, Stéphanie le fera sur la prochaine. Je suis Benoît Corbel, je suis directeur du design aujourd'hui chez Accenture Song. Et cette première trend, elle est assez importante et elle est tout à fait caractéristique de l'époque qu'on a vécue ces 2 dernières années. C'est-à-dire que même ces 3 dernières années bientôt. On a tous été confinés, on a tous vécu un peu différemment et on s'est tous un peu posé la question de se dire mais qu'est-ce que je veux? Vous peut-être en tant qu'étudiant, en tant qu'individu. Et moi, en tant que professionnel aujourd'hui, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Comment je veux le faire? Qui je suis? Et comment je veux mener finalement cette vie professionnelle, cette vie personnelle? Et qu'est-ce qui est important pour moi? Donc on voit bien que cette notion d'être soi-même, cette notion de venir comme on est, ici, dans l'amphithéâtre, ou aujourd'hui quand je vis en entreprise, il y a un certain nombre de personnes qui l'ont fait et qui ont osé se dire je vais être en public ce que je suis en privé. Et l'exemple, c'est Tom Daley, par exemple, pendant les Jeux Olympiques, qui était en train de coudre, alors plus précisément, qui était en train de tricoter dans les tribunes, parce que c'est ce qu'il était. Et puis, c'est pas un problème d'être un homme et puis de vouloir tricoter et d'assumer que tricoter, c'est ce qu'il est et c'est ce qui lui fait plaisir. Donc, on voit vraiment que ce besoin d'être soi-même, ce besoin de se retrouver, ce besoin d'avoir un sens dans ce qu'on va faire, se retrouve aussi et particulièrement sur la notion de l'humain dans le travail et quelle dose d'humain je veux avoir dans mon travail tous les jours. On a des études qui disent que plus de 2/3 des salariés souhaitent finalement que la santé mentale, le bien-être, soit pris au même niveau que la rémunération salariale ou encore l'évolution professionnelle. Donc on voit bien que cette notion d'être soi-même, cette notion de vouloir quelque chose qui a du sens est aujourd'hui très importante. Elle est très importante par rapport à un phénomène, et vous l'avez peut-être vu,
et si vous avez suivi un tout petit peu l'actualité, il y a à peu près 1 an, au moment du Brexit, il n'y avait plus de chauffeurs de camions au UK. On ne pouvait plus livrer de carburant, et donc on a vu des files d'attente monstrueuses, il n'y avait plus de carburant. Et donc tout ça est dû à ce qu'on appelle finalement cette grande démission, et toutes ces personnes qui ont voulu faire autre chose, ont voulu le faire différemment, ou pour des causes tout à fait légales, comme le Brexit, devaient quitter leur emploi pour aller faire quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, finalement, c'est pas parce que légalement un pays quitte l'Europe qu'ils l'ont fait, mais c'est aussi parce que on a aujourd'hui, par le digital, par une expansion de ce qu'on est capable de faire, on peut avoir des revenus associés. Tout à l'heure, on parlera de la creator economy, et particulièrement dans les jeux vidéo. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, si je parle de Gotaga ou autres, verront de quoi je parle, ont une grande partie de leur revenu qui est générée par ce qu'ils vont faire sur le digital. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un foyer sur 5, je crois, aux États-Unis génère plus de $10 000 par an de revenus additionnels, ce qui pose vraiment la question de est-ce que aujourd'hui j'ai la capacité de travailler pour moi-même? Est-ce que je dois travailler dans une entreprise? Ça veut dire que le soyez vous-même et les entreprises n'ont pas seulement une compétition avec les autres entreprises pour vous recruter ou pour recruter un talent, mais aussi, personnellement, est-ce que cette personne a finalement une activité à côté qui va lui permettre d'être soi-même et d'aller un peu plus loin. Pour avancer encore un peu dans la trend, excusez-moi, il faut que je tourne ma page. C'est d'avancer autour de l'individualisation de cette relation, et le soyez vous-même implique une grande tension sur qui je suis moi, je me pose pas trop de questions sur moi, et le moi par rapport au nous, c'est une vraie question qui aujourd'hui se pose. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'entreprise, on doit être soi-même ou on doit privilégier le collectif? Et ça pose cette grande question de se dire, et c'est une question pour vous, je pense, qui allait rentrer dans quelques mois ou quelques années dans le monde du travail, c'est qu'est-ce que je vais apporter au collectif? Et qu'est-ce que je vais apporter de moi au collectif? Je vais vous donner un exemple, et Stéphanie le sait, et je l'ai dit il y a quelques temps, je suis hyperactif, et je suis un adulte hyperactif, et en fait ça je l'apporte au collectif. Cette capacité à réfléchir, cette capacité à peut-être passer d'un sujet à un autre plus rapidement, et ben ça c'est être moi. Et ça c'est le dire d'être moi, et le dire, ne serait-ce que le dire, c'est que les autres vont mieux vous connaître et vont vous permettre de réfléchir à tout ça. Donc 5 points finalement sur lesquels on peut être amené à réfléchir, c'est vraiment qu'est-ce que cet individualisme va vous apporter et vous allez apporter dans la communauté dans laquelle vous vivez ou dans laquelle vous allez travailler. Ça, c'est le premier point qui est assez important. Le deuxième point qui est assez essentiel et qui peut vous amener à réfléchir, c'est comment finalement, vous, qui allez rentrer dans le monde du travail, vous allez savoir qui vous êtes, savoir ce que vous voulez faire et savoir ce que vous voulez apporter pour les autres. Donc on a pas mal de choses. Tu veux prendre l'exemple? L'exemple de Hub Institute. En fait, on a au sein d'Accenture Song des créatifs qui créent des campagnes, donc des campagnes de communication, et on vous en a choisi une par tendance, donc sur les 5 tendances que l'on va présenter. Ici, le Institute of Coding, c'est une campagne qui a été créée en Angleterre pour inciter les jeunes femmes à rentrer dans les métiers justement de l'ingénieur. Et donc ça tombe en plein cœur d'ici de l'école. Il y a très peu de femmes finalement qui rentrent dans les métiers d'ingénieur. Je pense que là, si vous regardez dans la salle, on a une majorité quand même masculine, messieurs, mais on attend beaucoup de cette mixité en fait, d'apport de ce qu'une femme peut apporter aussi aux côtés de vous, messieurs. Et donc cette campagne a été une plateforme pour pouvoir expliquer aux jeunes filles en Angleterre
tout l'intérêt en fait des métiers de la technologie, de l'ingénierie, et pour pouvoir inciter les jeunes femmes à aller dans ce type d'école et de filière. Alors on change de domaine pour cette deuxième tendance vers la fin de l'abondance. On en a parlé tout à l'heure des différentes pénuries de produits. Donc rappelez-vous, il y a 2 ans, quand vous êtes allé faire vos courses dans vos supermarchés du coin, ne serait-ce que pour acheter du riz, des pâtes, il n'y avait plus. Donc on a tous découvert qu'est-ce que c'était que cette fin de l'abondance. Et on va voir qu'en fait, on va parler de 2 types de fin de l'abondance. On va avoir la fin de l'abondance choisie et la fin de l'abondance subie. Alors, la fin de l'abondance subie, c'est tout ce qui va se passer dans le monde. Ça peut être lié à la guerre en Ukraine, toutes les pénuries d'électricité aussi que ça veut dire. Les pénuries qui ont été créées et qui ont eu des impacts. Donc en mars 2021, il y a eu le porte-container Ever Given qui a été bloqué dans le canal de Suez et en fait qui a bloqué pendant des semaines finalement l'arrivée des produits dans les différents pays. Et ça a des conséquences. C'est-à-dire que dans ces containers, par exemple, il y avait des boîtes de conserve, du coup ça a mis en péril les tomates en Italie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de boîtes de conserve puisqu'elles étaient, elles, bloquées dans les porte-containers. Donc en fait, il y a tout un cycle de production qui peut être mis en péril avec un petit élément qui vient être manquant dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc tout ça, ça a un impact pour les entreprises qui doivent repenser leur façon de gérer leur circuit court. Comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer des boîtes de conserve plus proches de l'Italie pour éviter d'attendre qu'elles viennent d'Asie. Et donc, toutes les entreprises doivent réfléchir à cette notion de comment est-ce qu'ils vont aller sourcer les différents produits dont ils ont besoin pour pouvoir vous servir en tant que consommateur. La fin de l'abondance choisie, on va être sur les choix que vous allez faire en individu pour, par exemple, lutter contre le réchauffement climatique, pour pouvoir consommer plus local et en fait prendre en considération ce que l'on va appeler en tant que designer l'approche systémique. Donc quel est l'impact pour vous en tant qu'individu, quel est l'impact pour la planète, mais aussi quel est l'impact pour l'entreprise et quel gain chacun peut en tirer. Donc en tant que designer, c'est vraiment cette approche avec les 3 dimensions, client, entreprise et individu, que l'on va regarder pour pouvoir servir, vous servir en tant que client et puis que les entreprises puissent y trouver aussi un avantage. Et en termes de créativité, on a voulu vous apporter l'exemple d'IKEA. Alors c'est IKEA en Nordics, donc en Suède, si je ne me trompe pas, ou au Danemark. Au Danemark, qui s'est dit, aujourd'hui IKEA, on dit que prix bas égale meuble de mauvaise qualité et surtout très peu durable. Je pense que tous, on a eu ou on a des meubles Ikea qui durent bien plus longtemps qu'on ne le pensait et parfois on aimerait même qu'ils se cassent pour qu'on puisse en changer, mais on ne peut pas. Et on a complètement travaillé là-dessus aujourd'hui sur cette notion créative. De dire comment on va pouvoir intégrer dans un circuit circulaire ces meubles Ikea et profiter du Black Friday particulièrement pour montrer que les meubles Ikea, c'est pas seulement de la mauvaise qualité, mais on peut les réutiliser, on peut la remettre dans l'économie circulaire. Et là, la campagne qu'on vous présente là, c'est exactement ça. C'est au moment du Black Friday, on met pas en avant les produits qu'on a construits et qui sont neufs, mais c'est les produits qui ont été déjà utilisés et qui sont revendus par Ikea. Et rendu par les clients. Donc on trouve très intéressant de voir là qu'un produit qui est pas forcément cher et qui est utilisé par tout le monde, créativement on peut faire quelque chose de sympa et qui va justement rentrer dans et améliorer cette fin d'abondance. Là on était vraiment sur casser les codes. Ikea qui se dit je boycotte le Black Friday et je renvoie sur le site du Bon Coin du Danemark. Qui s'appelle DNBA et donc c'était vous alliez en tant que client sur le site d'IKEA pour vous dire je voudrais acheter un produit, avoir une remise, en fait ça vous envoyait sur le site Le Bon Coin danois
pour pouvoir vous dire achetez votre produit moins cher via cette seconde main. Donc l'ensemble des marques sont aussi en train de repenser leur modèle et intègrent en fait les notions de seconde main dans leur stratégie, parce qu'ils voient que les clients aujourd'hui sont en train de repenser également leur manière d'acheter. Et je pense que c'est particulièrement important dans l'ingénierie. Ça me fait le lien finalement avec la trend suivante, c'est au-delà de notre monde. Vous n'êtes pas passé à côté du métaverse si je demande est-ce que qui joue en ligne et qui a déjà joué à Fortnite? Personne? Étonnant. Vous pouvez l'avouer, hein, c'est pas tabou, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on est tous passés à un moment donné par le métaverse, on est tous passés et on n'a pas pu le rater l'année dernière. Ça veut dire que c'est un vrai changement culturel, et c'est un vrai changement culturel pourquoi? Parce que, premièrement, aujourd'hui, le métaverse, et on le voit bien, vous pouvez avoir un rendez-vous virtuel avec un médecin, vous pouvez essayer des chaussures avec un médecin, et comme je disais, le premier marché qui est considéré comme un marché du métaverse aujourd'hui, c'est le jeu vidéo. Tous les jeux vidéo aujourd'hui surfent sur cette tendance. Vous, et comme on en parlait sur la première trend, soyez vous-même. Vous pouvez vraiment être vous-même aujourd'hui dans un jeu vidéo. Vous pouvez créer l'avatar qui vous convient. Et cet avatar, finalement, c'est vous, et c'est vous dans ce jeu vidéo, et c'est vraiment votre vous-même. Ça veut dire que tout ça est un peu lié, et tout à l'heure, quand on en parlait, ça a créé finalement une économie dans laquelle vous pouvez participer. C'est ce qu'on appelle la creator economy. Je joue à Warzone. Et un certain nombre aujourd'hui de créateurs ont créé des skins, ont créé un certain nombre d'armes dans ce jeu particulier, et on peut les acheter. Et bien cette creator economy, aujourd'hui, est sur le point de générer presque 10 milliards de dollars de recettes. Ça veut dire que on est en train de passer une étape, c'est-à-dire que le métaverse n'est plus seulement un bel outil sur lequel on peut faire quelque chose, mais c'est un outil qui crée des revenus, et qui crée des revenus aussi pour les marques. Ça veut dire que toute l'économie derrière qu'on va être capable de générer à travers une économie classique ou une économie, les nouvelles économies type les NFT, on est en capacité, avec ces nouvelles technologies, finalement de voir émerger des nouveaux business models qui vont permettre à ces créateurs, et pas seulement aux créateurs, de gagner de l'argent et surtout de créer des expériences pour les marques. Quand on pense à LVMH, qui, pendant la Fashion Week, a diffusé directement sur le métaverse ses collections en avant-première, des marques qui vont, de luxe particulièrement, qui ne vont plus faire de défilés physiques et faire uniquement des défilés dans le métaverse pour éviter que toutes les personnes dans le monde aient besoin de voyager, et utilisent le métaverse d'une manière finalement écologique aussi, et je parlerai de l'impact tout à l'heure. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas seulement juste une tendance, on peut l'utiliser, et vous particulièrement dans les métiers de l'ingénieur, on voit bien que la technologie, la VR, l'AR, va vous permettre, pour les employeurs pour qui vous travaillez, mais aussi pour les clients, de créer des choses qui seront écologiquement responsables à travers le métaverse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a une paire de baskets, je peux essayer une paire de baskets avec mon téléphone, je peux marcher avec en regardant à travers mon écran et voir elles me vont pas. Et on a toutes les technologies aujourd'hui qui sont capables d'aller vers ça. Donc, une piste de réflexion pour vous, qu'est-ce que dans l'ingénierie, avec ces technologies, peut apporter au métier et à vos employeurs. Enfin, pour avancer un peu dans cette trend du métaverse, on voulait aussi aborder deux points qui sont très importants, et je pense que vous les avez en tête. C'est le point de vue éthique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le métaverse, ça veut dire d'un point de vue éthique? Est-ce qu'on peut tout y faire? Est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut? Est-ce qu'on doit se réguler dans un milieu qui est ouvert? On voit aujourd'hui que finalement, tous les métaverses qui ont été créés se sont régulés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui interdit de faire quelque chose dans le métaverse finalement. C'est pas régi.
Mais les communautés, finalement, les légifèrent eux-mêmes, les travaillent eux-mêmes, et finalement l'éthique qu'ils veulent apporter derrière est apportée finalement par chaque communauté dans ce métaverse. Et on voit bien que le collectif, tel qu'on le parlait tout à l'heure, sur le soyez vous-même, apporte quelque chose, et chacun apporte quelque chose dans ce collectif. Le dernier point de cette tendance, et on ne peut pas passer à côté, c'est est-ce que le métaverse est ou pas une hérésie écologique ? On sait que le digital aujourd'hui a un très gros impact sur les gaz à effet de serre. On considère aujourd'hui que le digital génère, je crois, dans le monde, une dizaine de % des gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous, en tant qu'ingénieur et futur ingénieur, vous pouvez vous poser la question de comment je vais utiliser ce métaverse pour finalement, oui, générer un peu de gaz à effet de serre, oui, écologiquement, je vais avoir de l'impact, mais générer moins d'impact derrière. Et ça, c'est une question qu'on a voulu soulever aussi avec cette tendance, c'est de trouver et appliquer surtout le métaverse sur des choses pratiques et qui vont être utilisées par les personnes. Si on parle du bâtiment, bien évidemment, on aura une facilité finalement à l'utiliser, particulièrement avec la réalité augmentée. Et peut-être... Ouais, juste avant de passer à la création qu'on a sur ce monde-là, effectivement, la question de nos clients, c'est beaucoup autour de la valeur. Qu'est-ce que le métaverse peut apporter comme valeur ? Dans les exemples là, que Benoît cite, on a par exemple des constructeurs automobiles qui regardent comment faire tous les tests de crash des voitures de sécurité en amont dans les phases de construction qui pourraient demain être faits dans le métaverse plutôt que d'être faits en réel. Donc en fait, on va faire de l'économie de matière qu'on ne va pas cracher juste pour mesurer la notion de sécurité. Et toutes ces mesures-là pourraient demain être faites dans le métaverse. Donc il y a vraiment des enjeux qui sont en train d'être évalués pour voir où la valeur peut être trouvée pour finalement ne pas aller abîmer du matériel qui n'a pas besoin juste pour faire des tests de sécurité. Voilà, donc toutes ces questions-là, elles sont réfléchies dans l'industrie pour améliorer le quotidien d'un tas d'employés dans les usines. On peut également trouver des cas d'usage. Donc voilà, c'est sur ces différentes notions que l'on accompagne aujourd'hui nos clients. Donc on a pris une campagne qui a été réalisée par Nike. Donc on vous l'a mis ici, elle est animée, c'est les mini-jeux de Roblox. C'est 55 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Nike, ce qu'il a voulu faire, c'est vraiment travailler sur le sport, la notion de le sport n'a pas de limite. Et Nikeland, donc cet univers qui a été créé par Nike, aujourd'hui propose en fait à des joueurs de pratiquer du sport. Mais ça peut être de faire du saut sur des trampolines, ça peut être de faire du parcours sur un sol en lave, et donc c'est aussi pour casser des codes et montrer qu'à tous les utilisateurs peuvent en fait faire du sport. Et en termes de valeur aujourd'hui, cette campagne est sur Roblox. Roblox c'est 55 millions, alors c'est peut-être même plus aujourd'hui, on n'a pas tous les chiffres tous les jours, mais c'est 55 millions d'utilisateurs. Ça veut dire que, imaginez le reach de Nike qui lance une campagne sur Roblox et qui est capable d'y aller, de lancer des marques et des baskets juste spécialement sur cette plateforme et que pour cette plateforme. Voilà, on voit vraiment qu'il y a une économie qui va se créer autour. Alors la quatrième tendance, c'est la vérité, rien que la vérité. Si je vous demande quand date le dernier dîner, le dernier déjeuner, vous vous êtes là posé la question de quand était sortie cette musique, quel était le nom de l'artiste. Je pense que ça peut être il y a même 10 minutes. Qu'est-ce que vous avez tous fait pour répondre à une question ? Vous avez sorti votre smartphone et puis vous avez cherché la réponse sur Google. Donc Google est né il y a 24 ans et Google, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a changé notre rapport aux questions. Parce qu'en 2 clics, on peut avoir une réponse. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on se pose de plus en plus de questions et on obtient de plus en plus de réponses
mais des réponses qui peuvent être complètement diverses et variées parce qu'il y a énormément d'informations. Et aujourd'hui, on ne sait plus si la réponse que j'obtiens, c'est une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Et donc aujourd'hui, les marques, donc nous en tant que consommateurs, on est complètement perdus. On a l'habitude d'obtenir des réponses, mais on doute toujours de leur véracité. Quand on veut acheter un produit, on va aller regarder les avis. Mais est-ce qu'on doit faire confiance à ces avis? On sait qu'il y a certains avis qui peuvent être même payés par des marques pour mettre des avis, donc on est toujours à douter de l'information. Et une marque, qu'est-ce qu'elle a intérêt? Elle a intérêt que vous achetiez ces produits. Donc finalement, les marques aujourd'hui, elles doivent travailler sur la pyramide de confiance. Alors on va faire une pyramide de confiance à 3 niveaux. Alors comme j'ai le micro, je ne peux pas vous faire la pyramide, mais vous voyez bien tous une pyramide. 3 niveaux. La base, c'est l'information que la marque va diffuser sur elle-même. Donc du coup, elle a toute connaissance de l'ensemble de l'information qu'elle vous donne. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la first party information. Donc là, elle peut en donner autant qu'elle veut. Pour autant, il ne faut pas qu'elle nous noie dans l'ensemble de l'information qu'elle nous envoie. La deuxième couche, c'est l'information que, en tant qu'individu, on va être capable de trouver sur la marque, mais qui a été diffusée par quelqu'un d'autre que la marque. Donc ça peut être par des concurrents, ça peut être par des journalistes, ça peut être ces fameux avis consommateurs. Vous avez acheté un produit et vous venez mettre un avis, ça donne une information. Et le troisième niveau, c'est ce que vous cherchez comme information et quelles sont vos valeurs. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de rechercher cette information? Pourquoi est-ce que vous recherchez ce produit? Et si les 3 informations sont bien alignées avec ce que je recherche, donc l'information que je trouve par un autre, mais aussi l'information que l'entreprise, alors je vais faire confiance à la marque et j'achèterai son produit. Et donc les marques qui vont être capables de vous donner la juste information à l'instant T où vous la cherchez, alors vous lui ferez confiance et du coup elle gagnera en termes de concurrence versus d'autres marques. Donc aujourd'hui, on accompagne vraiment nos clients et on a une entité au sein de Song qui porte l'ensemble de ces stratégies, donc des stratégies de contenu, diffusion du contenu pour vraiment se dire qu'est-ce que l'on doit diffuser sur quel canal et quel type d'information. Également dans cette tendance, on va retrouver toutes les données qui sont liées à la santé et la montée en puissance des mondes connectés, des intelligences artificielles, parce que forcément tout ce qui va être chatbot par exemple, donc quand vous êtes sur un site, la petite pop-up qui arrive pour vous dire est-ce que vous avez besoin d'aide, comment est-ce que je peux vous aider, le petit robot là qui vous pose des questions, ça c'est aussi des accompagnements que l'on fait auprès de nos clients qui permet en fait de diffuser une information de manière plus rapide. Donc on va travailler avec nos clients sur justement comment mettre en place un chatbot, quelles sont les questions que les clients posent et comment est-ce que je vais pouvoir faire un arbre de valeur pour fournir finalement à ce chatbot les réponses dont vous avez besoin à l'instant T, et puis que si à un moment donné ça sort de son cadre, voulez-vous parler à un conseiller pour de vrai? Oui, je veux bien parler à un conseiller pour de vrai. Donc c'est aussi des stratégies et des accompagnements que l'on peut faire où la technologie a un vrai apport. Et c'est ce que vous retrouvez dans toutes ces tendances. Vous voyez bien que la technologie, elle a un point d'entrée vraiment dans chacune des tendances que l'on porte là et une vraie valeur. Et donc là, on a choisi une campagne créative où on va partir aux États-Unis. On va repartir aux États-Unis et au New York Times. L'équivalent du New York Times en France, des journalistes diront que ça existe, d'autres ou pas. Ce qu'on a voulu mettre en avant ici avec notre client, c'est que je vous dis, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'est une fake news. Les fake news, on en voit de plus en plus. Et aujourd'hui, la véracité de cette information, elle est hyper importante. Elle est hyper importante parce que quelle confiance va avoir un lecteur avec son journal s'il ne peut pas faire confiance à l'information? Et créativement, ce qu'on a voulu mettre en avant ici, c'est de dire que le New York Times aujourd'hui investit de l'argent, du temps avec des journalistes, des équipes de recherche, comme on peut avoir chez nous, mais pas seulement, des équipes qui vont distribuer les journaux, qui vont aller vérifier les informations sur le terrain, peu importe où ils sont dans le monde, et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui. C'est aller chercher ce soutien, et aujourd'hui, le New York Times, particulièrement le New York Times, combat les fake news
particulièrement aux États-Unis, et vous l'avez vu avec les élections américaines, avec un ancien président qui est capable de dire qu'une élection n'est pas vraie parce qu'il a eu plus de votes que la fois précédente. C'est juste un calcul simple. Oui, il y a plus de votes, mais finalement, la personne d'en face en a plus que lui en pourcentage. Donc voilà, on voit que ces informations, et c'est exactement le but de cette campagne, c'est de montrer la confiance que les lecteurs peuvent avoir dans le New York Times envers les informations qui sont diffusées. La dernière tendance, prenez-en soin. Je crois que c'est une de mes tendances préférées et je pourrais en parler longtemps, donc on va regarder avec le temps, mais prenez-en soin, ça rejoint ce qu'on a dit au début sur la première tendance, sur soyez vous-même. C'est plus un tabou aujourd'hui de dire que j'ai un problème de santé mentale. Beaucoup l'avouent, certainement autour de vous, quand vous regardez sur vos réseaux, beaucoup d'influenceurs l'avouent, de dire j'ai un problème de santé mentale, je fais un burn-out, je peux plus, j'ai des enfants, j'arrive plus à gérer, j'ai trop de travail. Toute cette santé mentale aujourd'hui, et on le disait, 2/3 des salariés veulent que la santé mentale soit mise au premier plan autant que leur rémunération finalement ou que leur évolution professionnelle. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire cette notion de soin et la notion de care? Alors en anglais c'est handle with care, donc cette grande notion de soin. Finalement c'est tout ce qui est fait l'ingéniosité humaine. On construit nos relations sur l'empathie, sur la confiance, et on développe cette confiance avec les autres, avec une notion de soin qu'on peut avoir. Et la notion de soin, ça va être prendre soin de quelqu'un juste en demandant s'il va bien, mais pas seulement ça. C'est être capable de détecter, de comprendre l'autre et de comprendre quels vont être finalement son fonctionnement. Ça, c'est prendre soin de quelqu'un. Et pour nos clients, par exemple, quand on va, ce qu'on va faire pour nos clients, ça va être de comprendre comment sont nos clients. Quel est le différent type de clients? Comment finalement prendre soin d'un client, un client du luxe, un client d'un supermarché ou un client d'un constructeur automobile? Finalement, qui c'est ce client et comment on va prendre soin? Et cette notion de soin nous a beaucoup aidé, particulièrement pendant le Covid, parce qu'on s'est rendu compte que la technologie était là pour nous aider. Alors, bien évidemment, Stéphanie en a parlé, on peut se dire qu'on est traqué, on peut se dire qu'on prend toutes nos informations, mais cette technologie, elle est utilisée et elle est pratique. Je vais juste vous prendre un exemple. Le SAMU et les pompiers utilisaient l'Apple Watch, pour les gens qui avaient une Apple Watch ou autre monde connecté, pour savoir pendant le Covid, si les personnes appelaient et qui avaient des symptômes, connaître leur taux de respiration à taux d'oxygène dans le sang, sur les mondes qui étaient capables de le faire. Ça paraît idiot quand on le dit, mais aujourd'hui, ça permet peut-être de sauver des vies. Ça permet aussi de prendre soin directement des gens. Et je vais prendre un exemple dans le business de prendre soin de quelqu'un. Un dépanneur en Allemagne a mis dans toutes ses dépanneuses du thé et du café en permanence, chaud, pour que quand le dépanneur vienne sur l'autoroute, si vous êtes sous la pluie, si vous êtes derrière votre barrière de sécurité avec gilet jaune, et que vous arriviez, que vous puissiez avoir du café, que vous puissiez avoir du thé, et que finalement, avant de prendre soin de la voiture, on prend soin de vous. Et ça, dans le business, ça fait toute une différence parce que ça retient un client. Et la technologie peut aider justement à avoir plus d'informations pour savoir si un client a plus besoin, pour une assurance par exemple, de soins autour des dents, autour des lunettes, autour de... Peu importe, mais en tout cas cette information du soin, elle est très importante. Et si on élargit un tout petit peu aujourd'hui ce sujet du soin, on va l'élargir de se dire comment une marque peut prendre soin de ses clients. Ça veut dire qu'on va réinventer des expériences, réinventer des sujets qui vont montrer à vous, utilisateurs d'une marque et clients, que la marque prend soin de vous, que la marque a envie que vous veniez dans ses magasins, que la marque a envie que vous achetiez. Pas seulement parce que de manière mercantile, mais aussi parce que elle peut
avoir envie de vous voir, elle peut avoir envie de dire quelque chose et d'apporter un message qui est supérieur. Et quand on voit Ikea tout à l'heure, la campagne d'Ikea tout à l'heure avec DNBA, c'est exactement ça. C'est un message supérieur. Je vais prendre soin de tout le monde parce que je veux recycler et je veux faire en sorte que mes meubles soient recyclés et qu'on ne les jette pas n'importe où. Et être capable de les revendre, et bien finalement, c'est prendre soin collectivement de chacun. Et Ikea ici réinvente une notion de soin, élargit cette notion de soin de manière générale. Et ça, c'est une vraie question que vous pouvez vous poser. Alors, comme on a un peu de temps, en termes de design, on va vraiment beaucoup s'intéresser à cette tendance-là. Il y a aujourd'hui 15% de la population mondiale qui a un handicap. Donc c'est 1,2 milliard de personnes. Et ce handicap, on ne le voit pas forcément. Par contre, en termes de design, pour nous, ça a un impact fort. Quand vous allez sur les différents sites e-commerce, il y a des gens qui ne voient pas les mêmes couleurs. Les daltoniens ne voient pas les mêmes couleurs que quelqu'un qui est non daltonien. Il y a toutes les personnes qui sont myopes qui ne vont pas voir non plus la même chose exactement. Et donc, quand nous, on est designer, on doit s'adapter et on doit prendre en compte ces différents handicaps pour pouvoir en fait créer notre site et que vous tous puissiez bénéficier du même parcours utilisateur que si vous n'aviez pas de handicap. Donc aujourd'hui, c'est seulement 10% des sites web qui ont des fonctions pour permettre aux personnes avec certains handicaps de les utiliser et seulement moins de 3% qui respectent l'ensemble des normes. Donc on va, nous, travailler avec les équipes et on va former l'ensemble des équipes à toutes ces techniques pour pouvoir rendre justement les sites beaucoup plus accessibles et qui répondent à un des plus grands nombres. Et aussi, si vous regardez vos parents, vos grands-parents, des fois les sites internet, c'est peut-être un peu compliqué. Donc comment est-ce qu'on peut travailler sur cet accès pour les seniors qui n'ont pas eu l'apprentissage que nous on a eu d'être baignés directement dans le Web 2 et dans le Web 3. Et donc on va aussi travailler sur tous ces sites et toute cette conception. Un deuxième sujet qui peut être intégré dans le design, c'est donc toutes ces notions de bien-être psychologique et sécurité. Donc ça, vous allez le retrouver. Par exemple, aujourd'hui, TikTok va parler quand même des risques liés au suicide. Vous le savez, les réseaux sociaux, ça pousse quand même beaucoup sur certains aspects parce qu'on attend les likes de ses amis. Et quand on n'a pas forcément les likes, on peut ne pas se sentir bien. Donc il y a eu des montées quand même en puissance aussi des suicides et on le verra justement avec la campagne que l'on vous a sélectionnée. Donc maintenant ça rentre dans les normes qui sont écrites également dans toutes les petites lignes que vous lisez pas toujours sur les sites mais qui deviennent de plus en plus obligatoires. Et peut-être sur TikTok, quelque chose que vous n'avez pas conscience, mais TikTok au bout de 2 heures je crois vous dit vous voulez pas aller faire autre chose? Ça, c'est cette notion de soin. C'est-à-dire qu'on a parlé de la notion de suicide, mais c'est juste de dire déconnectez-vous, parce que TikTok, comme les autres plateformes, ont cette tendance à vous intégrer et à complètement vous immerger à l'intérieur et à vous faire perdre finalement le temps que vous y passez. Et donc cette notion de soin, TikTok l'a intégrée aussi là-dedans. Après, une autre notion qu'on vient intégrer, c'est tout ce qui est dimension multisensorielle. Aujourd'hui, l'audio prend une place de plus en plus importante dans tout ce que l'on peut designer. Donc c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille avec les équipes. Et donc vous l'avez vu, c'est la montée en puissance des Clubhouse, des Twitter Space, et qui vient réunir des communautés sur des centres communs. Donc on travaille sur toutes ces notions d'expérience client et d'expérience employée aussi, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a envie que ça nous touche nous. Et donc qu'est-ce qui va faire qu'on va acheter, mais qu'est-ce qui va faire aussi qu'on va se sentir bien dans l'entreprise dans laquelle on est. Et pour prendre l'exemple, exemple qui n'est pas forcément drôle par ailleurs, c'est une campagne qu'on a développée qui s'appelle Seize the Awkward, et l'idée principale c'était de mettre en avant la mortalité chez les jeunes et particulièrement le suicide. Et on l'a vu, et il y a certains pays qui sont plus touchés que d'autres. Mais le suicide chez les jeunes, particulièrement pendant le Covid, a été extrêmement important. Par cette campagne, ce qu'on a voulu créer, c'était un moyen d'en parler et un moyen de ne pas avoir de tabou pour en parler.
derrière cette campagne, c'est 70 stickers, c'est une chanson qui a été créée, c'est une campagne complète, virale, qui a été faite pour justement mettre en avant, et ça a été fait avec des influenceurs et des grands illustrateurs, pour que ce soit repris et de dire il n'y a pas forcément de tabou de parler du suicide. C'est très grave, mais on peut en parler et on a le droit d'en parler. Et quelles sont les raisons? Parce que beaucoup de jeunes et de témoignages, quand on a fait cette campagne derrière ça, ont dit mais mon ami me l'a pas dit, je ne l'ai pas vu, on aurait pu en parler. Et en fait tout ça, on essaye par des gestes et à travers cette campagne de sensibiliser finalement les jeunes à ce fléau qui est le suicide. Changer les mentalités. Et dans un autre style, alors donc là on vous a présenté 5 campagnes que l'on a fait avec les équipes. Celle qu'on n'a pas présentée là, on l'a pas faite, mais je l'avais étudiée, c'était Mentos. Vous l'avez peut-être vu avec les rappeurs qui sont allés enregistrer une chanson où ils se sont envoyés en fait des compliments pendant toute la chanson. Donc ça va exactement dans cette tendance. Donc c'est vraiment aujourd'hui, voilà, on a voulu vous partager les grandes tendances. Donc consommateurs, marques, comment est-ce que l'on peut accompagner nos clients pour justement travailler sur ce changement, tout en prenant ce que l'on vit tous au quotidien et avec la pandémie qui a accéléré quand même une grosse partie de ce qui se passe pour nous. On n'est plus sur des tendances long terme, là on est sur les consommateurs vont plus vite que les marques sont capables de changer. Donc c'est comment est-ce que quand même les entreprises arrivent à suivre et qu'on est capable de les accompagner dans ce chemin. Alors est-ce que vous avez des questions? Alors, la première c'est toujours la plus difficile. Je vais peut-être prendre la parole. Alors j'ai une liste de questions. Vous parlez donc de changements vraiment dans le fond en fait, puisque les métaverses et autres s'appliquent dans l'urgence, dans le médical ou voilà, dans notre vie quotidienne. Est-ce que ça implique, selon vous, des nouveaux métiers en émergence, des nouvelles compétences à acquérir? Est-ce que vous avez une petite vision par rapport à ça en tant qu'expert du domaine? Alors effectivement, les métiers, on voit qu'il y a plein de métiers qui ont disparu et qu'il y a plein de métiers qui se créent. Donc aujourd'hui, tous les métiers liés au métavers sont effectivement en plein développement. Tout ce qui va être la VR, l'AR, il y a énormément de métiers qui se développent autour de toutes les nouvelles technologies. Comprendre aussi qu'est-ce que c'est que le Web3, qu'est-ce que c'est que la blockchain, qu'est-ce que c'est que les NFT, comment derrière on peut faire évoluer les business models et quand on détient un NFT, si je le revends, je vais en fait à vie, l'artiste va à vie gagner 10% sur son œuvre. Donc tout ça c'est aussi des nouveaux business models qui sont derrière. Et donc évidemment, il y a énormément de nouveaux métiers émergents. Je ne sais pas si Benoît, tu as d'autres métiers en tête aussi. Mais oui, il y a des métiers émergents, il y a des métiers qui reviennent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous parle d'un concepteur-rédacteur, particulièrement sur du Web3 ou quand on va faire une histoire, quelqu'un qui raconte une histoire, c'est des métiers où hier on disait c'est beau, j'ai fait quelque chose de joli, je vous ai fait une belle campagne et on se souvient juste de ça. Mais on ne sait pas que derrière il y a 2 concepteurs-rédacteurs qui ont tout écrit, etc. Avec le métaverse, justement ces métiers reviennent et apprendre aujourd'hui à raconter une histoire, apprendre à maîtriser une histoire, à maîtriser le rythme d'une histoire, ça c'est des métiers qui sont hyper importants. Et puis il y a des métiers qu'on ne connaît pas, qui vont se créer, qui vont continuer à se créer. Donc à vous en particulier, je pense aussi de les créer ces métiers. Et par rapport à, vous parlez des générations qui n'ont pas été plongées en fait dans toutes ces technologies. J'imagine que chez Accenture, il y a des gens qui sont proches de la retraite ou autres. Comment ils arrivent à s'intégrer chez vous à toutes ces nouvelles technologies et est-ce qu'il y a des formations ou, en interne? Comment vous arrivez à embarquer votre équipe dans ces domaines-là? Oui, alors nous, on est senior à partir de 45 ans, donc effectivement, on est vite plongé dans le côté obscur. Et pardon pour les plus seniors encore, mais je m'y compte. Chez Accenture, on a énormément accès à la formation. Donc, c'est des formations dans l'ensemble des domaines.
et à nous, en fait, en fonction du cursus dans lequel on est, de nous inscrire à ces formations. Donc, en fait, c'est très, très, très ouvert. Par ligne de métier, on va proposer des formations à l'ensemble de nos équipes, tout âge confondu. Et ensuite, on a plein de formations. Aujourd'hui, on a des formations obligatoires sur tout ce qui va être alors ce qui s'appelle le Technology Quotient, pour nous donner en fait un avant-goût de certains sujets. Donc aujourd'hui, en obligatoire, on en a 12, mais on a le métaverse, on a la blockchain, on a toutes les plateformes SaaS, on a tout ce qui va être intelligence artificielle. On va être... qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a 12. Il y en a tellement. Après, il y a tout ce qui va être autour de la sustainability aussi. Et après, justement, la notion de responsabilité sociale et environnementale qui prend de plus en plus d'espace. Et effectivement, dans l'ensemble des formations que l'on a et de projets qu'on va avoir, on va intégrer ces notions de responsabilité sociale et environnementale. Oui, justement, pour aller plus loin, l'éthique au sein de votre groupe aussi, vous parlez d'éthique dans vos projets et vos travaux avec les clients, mais est-ce qu'en interne aussi, voilà, c'est une priorité chez vous? Oui, c'est essentiel, c'est-à-dire que il y a plusieurs choses chez Accenture qui sont hyper importantes, mais l'intégrité et l'éthique, alors là, c'est le premier. On peut pas passer à côté, et on l'apprend. Nous, en tant que manager, on a encore plus de formation, mais tout le monde passe par là. Et l'éthique, elle passe en particulier, il y a un point que je voulais venir, ça fait 7 ans que je suis chez Accenture. La première chose qu'on a dit quand je suis arrivé chez Accenture, c'est que le tutoiement est obligatoire pour tout le monde, et la bienveillance est obligatoire pour tout le monde. Et ça, c'est même pas de l'éthique, c'est juste de qu'est-ce que je suis et comment je vais me positionner. Et pour compléter sur quelque chose que disait Stéphanie, sur l'apprentissage, alors on apprend des choses obligatoires avec l'éthique de la formation, mais l'ouverture d'esprit, et je crois qu'on l'est tous, c'est la meilleure des formations. Parce que j'ai plus de 40 ans, je serai bientôt considéré dans les seniors, et justement, quand on a nos apprentis qui viennent, quand on a nos jeunes analystes qui arrivent, en fait, on apprend beaucoup d'eux. Et cette ouverture d'esprit, d'être capable de dire « je ne sais pas » et « je vais apprendre d'un analyste », peu importe que vous soyez directeur, analyste, etc., c'est la connaissance qui prime et non l'âge que vous allez avoir. Non, c'est le collectif. Effectivement, sur tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale, il y a un engagement qui a été pris par notre DG Monde, Julie Sweet, sur une neutralité carbone en 2025. Donc on y va. Nous, on est limité aujourd'hui sur les déplacements. Dès qu'on peut faire des réunions maintenant en visio, plutôt que de prendre un avion, on se l'impose. Et puis après, voilà, on a des petits gestes sur plus de gobelets carton, il y a des imprimantes, mais on va vraiment imprimer selon le besoin. Il faut aller badger, donc ça nous oblige donc on imprime de moins en moins. Mais donc oui, on y fait forcément attention et on est très très sensibilisé. Une question peut-être? Une question, je sais que Stéphanie, tu es responsable des zones France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg. Est-ce que les législations sont différentes? Vous parliez qu'il n'y avait pas forcément encore de règles de jurisprudence, ou de vraiment notifier sur tous ces domaines-là. Est-ce que tu vois une différence de fonctionnement en fonction des pays, des attentes et d'évolution aussi des technologies dans les pays? Oui, alors en Europe, on est un peu plus pénalisé avec la RGPD que ne va l'être les pays dès qu'on va être sur les États-Unis. C'est vrai qu'on est une société mondiale, donc on peut intervenir sur des périmètres tout pays confondu. Donc à chaque fois, on doit prendre en considération ces notions juridiques. Je dirais pas forcément entre Belgique, France, Hollande, je pense qu'on est assez proches. Mais par contre, dès qu'on va toucher à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, oui, on est sur des législations différentes et effectivement, on doit les prendre en compte. Et on est pour cela accompagné par des juristes, heureusement. Et est-ce que prochainement, il y a des choses qui vont être justement, qui vont sortir, parce que ça va être généralisé, toutes ces pratiques. Est-ce que vous avez vent au niveau des gouvernements ou autres, des choses qui vont être appliquées, sanctionnables, des dérives qui seront limitées, ou je ne sais pas? Sur la législation?
Oui, c'est au niveau législatif, et puis après, voilà, des dérives qui peuvent être aujourd'hui, on peut un peu faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, entre guillemets. J'entends bien plus le mieux que le moins bien, mais... je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder les nouvelles directives européennes. C'est toutes les nouvelles directives européennes qui sanctionnent particulièrement Facebook, Google et autres autour de la RGPD pour leur non-compliance sur toutes ces choses-là. Je pense que c'est un des éléments les plus importants qui peut nous impacter, qui peut particulièrement impacter le marché européen, parce que on pourrait, dans le futur, avoir une vraie différence d'expérience, finalement, en France, aux États-Unis, et dans les autres pays anglo-saxons et autres, qui sont peut-être plus permissifs. Peut-être une chose sur ce point, on dit que les États-Unis sont plus permissifs, mais beaucoup de sociétés nous envient aux États-Unis la RGPD. C'est-à-dire cette capacité aussi à réguler ce qu'on sait sur chaque personne, sur les informations qu'une société est capable de posséder. Et donc, faut aussi le mitiger avec ça. C'est-à-dire que c'est très contraignant, mais pas forcément tout le temps pour les mauvaises raisons. J'avais peut-être une dernière question par rapport à vos clients, parce que vous êtes une entreprise qui devait faire du chiffre d'affaires, il ne faut pas l'oublier. Vous parliez de publicité tout à l'heure, qu'on ne sait pas trop les informations, d'où elles viennent, etc. Comment vous conseillez vos clients? Est-ce que vous mettez des limites aussi? Et j'imagine que parfois des clients vous disent non, nous on veut faire ça comme ça. C'est peut-être des grands comptes chez vous. Voilà. J'imagine qu'Accenture a peut-être la possibilité de dire non à certaines personnes, mais est-ce que vous avez déjà eu ce type, de confronté à ce type de situation? Oui, alors nous, sur les stratégies, tout ce qui va être médias, etc., on a des experts dans le domaine, donc on va regarder ce qui est possible ou pas, on va travailler sur tous les mix marketing. Et après, comme je le disais, sur les sujets où on va avoir des doutes, on est vraiment accompagné par des juristes qui vont dire ce qu'on est capable de faire et de ne pas faire. Et en tout cas, on ne se positionnera jamais contre la loi. Donc on ira plutôt dire non à un client que de s'imposer quelque chose qui est contre la loi, ça c'est certain. En revanche, pour compléter ce que dit Stéphanie, dans le design et dans nos métiers du design, on ne s'interdit pas de dire non à nos clients. C'est-à-dire qu'on ne s'interdit pas de dire une stratégie n'est pas la bonne, et on pense qu'elle n'est pas la bonne, et on va assumer qu'elle n'est pas la bonne, même si parfois, on ne va pas forcément avoir 100% du budget. Si on croit vraiment à une idée, on sera capable de la défendre et d'y aller. Donc dans le design, et particulièrement dans le design, on va aller réfléchir à l'impact, et quel impact ça va avoir plus généralement pour arriver à appliquer telle ou telle technologie ou telle campagne. Écoutez, on peut remercier nos causeurs de ce jour chaleureusement. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que merci à vous pour cette thématique, parce qu'on est vraiment sur une thématique d'actualité qui parle à tout le monde. Et surtout, ça fait lien avec le programme des causeries aussi qu'on vous propose, puisqu'on a eu une causerie sur le handicap, sur l'intégration des handicaps. On va avoir au mois de mars, par exemple, une causerie sur l'information et la désinformation proposée par une journaliste. Donc on est au cœur de toutes ces thématiques-là, de toutes ces évolutions de notre société, de nos technologies. Vous êtes aujourd'hui un public, que ce soit en présentiel ou en distanciel, vraiment touché par tous ces sujets. Je vous conseille vraiment de retenir une chose, la curiosité, l'ouverture d'esprit. C'est vraiment quelque chose qui va vous porter, qui vous apporteront des armes pour réussir, vous faire valoir auprès des professionnels et pas que, dans vos réseaux personnels aussi. Chaque jour doit vous apprendre quelque chose. Vous devez, même sur des sujets qui vous paraissent obscurs, aller chercher des outils pour être force de proposition demain et être un atout pour votre entreprise, ou même juste une personne qui s'améliore et qui se construit au fil du temps. Merci à tous ceux qui nous ont regardés également à travers le live. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine sur l'industrie du futur et le sens du travail. Donc on est encore sur un autre volet qui vous parlera également. Et je vous propose également de retrouver des replays sur la chaîne YouTube Saisie, la playlist Les Causeries Saisies. Si vous avez la moindre question sur les causeries, vous avez le mail causerie au pluriel idfc@saisie.fr qui est moi. Donc je ne manquerai pas de vous répondre. Et puis voilà. Donc vraiment, prenez ça en compte, allez chercher l'info, creusez, parlez entre vous, discutez.
Et puis voilà, les causeurs seront là si vous avez des questions complémentaires, vous n'hésitez pas, ils seront ravis de vous répondre. Et leur replay sera disponible dans quelques jours ou une semaine maximum. Merci à tous, bon après-midi, merci à vous qui nous regardez et à la semaine prochaine.